PTT, le ministre prend l'offensive, il entreprend de débloquer les centres de tri et les garages. La situation reste encore un peu confuse ce soir. Pour l'éclaircir, Paul Quilès, invité de notre journal. Après âpre discussion à Alger, les Palestiniens modérés voudraient reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Ils s'opposent à la tendance dure de l'OLP. Marseille, socialiste depuis la fin de la guerre, au risque de perdre la mairie aux prochaines municipales. La ville aura 2 candidats PS, l'officiel Michel Pezet, le maire actuel Robert Vigouroux, invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commencerons donc ce soir par la situation dans les PTT. Situation encore confuse. La nuit dernière et ce matin et cet après-midi encore, le ministère des PTT a entrepris de mettre un terme au blocage par ses propres camions de ses centres de tri et de ses garages en faisant appel à des personnels non grévistes. Visiblement, le ministre des PTT, Paul Quilès, veut en finir avec cette grève qui gêne depuis 15 jours tous les Français et principalement les entreprises. Pour ce faire, les forces de l'ordre ont même été appelées en renfort dans un garage à Paris, placé sous surveillance, sans que pour l'instant il n'y ait eu à notre connaissance d'intervention. Françoise Joly, Vincent Maillard. Paris, 13h30 cet après-midi, 5 centres de tri bloqués par des camions jaunes sont dégagés. À la demande de la direction des postes, des dépanneuses privées remorquent les camions. Une intervention discrètement surveillée par les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui sont là pour empêcher tout incident avec les grévistes. 1 heure plus tard, un peu plus loin, le garage Keller, dans le 15e arrondissement, c'est de ce centre qu'a démarré le conflit. C'est aussi un des 2 derniers garages en grève. Là non plus, les forces de l'ordre n'interviendront pas directement, mais bloquent tout accès au garage. Les grévistes, eux, se retranchent dans les locaux et crient à la provocation. C'est une connerie monumentale parce que faire ça en ce moment avec l'ambiance qu'il y a dans l'ensemble des PTT, c'est franchement pas intelligent. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont un peu trop coupés du mouvement ouvrier en ce moment, le PS, est trop proche de l'appareil d'État, mais toujours est-il que là, c'est vraiment pas intelligent de leur point de vue. C'est pas intelligent. Selon le ministère des PTT, ce soir, tous les centres de tri et bureaux parisiens sont débloqués, sauf un. Mais les différentes actions menées aujourd'hui par la direction des postes pourraient aussi éventuellement relancer ce conflit. Ce soir, la direction des PTT a, elle, opté pour l'urgence. 120 millions d'objets sont en attente d'être acheminés, triés, puis distribués. Alors, réaction tout de suite maintenant de la CGT, fer de lance de cette grève qui appelle le ministre des PTT à la négociation. Il s'agit d'une provocation et lorsqu'on fait intervenir les forces policières, ce n'est pas pour, pour dédramatiser la situation, mais c'est bien pour lui donner un caractère qui nous permet de dire aujourd'hui qu'il y a bien escalade de la part du ministre au lieu de répondre à l'attente des personnels. D'ores et déjà, nous avons pris des dispositions avec l'ensemble de nos organisations sur l'ensemble du territoire. Si vous aviez un message plus particulier à transmettre à M. Quilès, il serait lequel? Eh bien, je crois que c'est M. Quilès, négocier, négocier, négocier. Voilà, M. Quilès, message transmis directement. Y a-t-il quelque chose à négocier encore? Il faut bien que les Français comprennent ce qui s'est passé. C'est un conflit local sur 7 garages parisiens qui a été réglé par la négociation. La négociation a abouti à des propositions qui ont été jugées satisfaisantes, y compris par M. Bartholomé, que nous venons de voir. À partir de ces propositions, un certain nombre de garages sont repartis, 4 sur 7. Mais ce qui était inacceptable, c'est que des camions venant de ces garages soient placés devant les centres de tri, 14 centres de tri bloqués. C'est une action inadmissible qui prive les Français de plus de 100 millions de plis. Plus de 100 millions, ce qui veut dire que des particuliers, des entreprises sont complètement entravés du fait de ce conflit. Ce que nous avons décidé de faire, avec l'accord du Premier ministre au cours de ce week-end, c'est de débloquer sans police. Sans police. La police n'est pas intervenue, ce sont nos propres moyens. Nous sommes intervenus pour enlever ces camions des endroits où ils bloquaient la circulation du courrier, ce qui s'est fait sans aucun incident. Et désormais, à partir de maintenant, le courrier peut continuer à circuler en Île-de-France. Donc pour vous, la négociation est terminée, vous n'y revenez pas pour l'instant. Le déblocage, alors ce soir, nous disions tout à l'heure, c'est une situation encore un peu confuse. Où en est-on? S'approche-t-on d'un retour à la normale? Il faut que le retour à la normale se fasse dans les plus brefs délais. 4 garages sur 7
fonctionnent. Je souhaite que les restants fonctionnent dès demain. En ce qui concerne les centres de tri, ils ont tous été bloqués, sauf celui de Bobigny qui est encore bloqué avec l'aide de certains élus locaux. Et je regrette d'ailleurs que cela n'ait pas pu se débloquer comme les autres. Et en ce qui concerne l'écoulement du stock de courrier qui est considérable, j'ai pris les dispositions pour que dans les centres de tri, dans les bureaux de poste, par des heures supplémentaires qui ont été dégagées, le travail puisse être fait rapidement. Vous avez parlé de 4 centres sur 7 débloqués. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues, vous le dites, nous ne l'avons pas constaté non plus. Peuvent-elles intervenir si ces centres restaient bloqués? Je ne souhaite pas, et il n'y en a pas eu, et je pense qu'il n'y en aura pas. Nous ne sommes pas partisans des interventions policières pour régler des conflits du travail. Cela dit, vous aviez tout de même renoncé à l'idée que ces centres pouvaient se débloquer progressivement. Comprenons-nous bien, quelques grévistes, ils ne sont pas nombreux, ont utilisé des méthodes inacceptables, qui consistent à utiliser du matériel de l'administration qui appartient au pouvoir public, qui appartient à l'État. Ces matériels ont été utilisés pour bloquer, pour empêcher le fonctionnement de centres de tri. Ceci n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas de casser une grève. La grève concernait les garages, elle ne concernait pas les centres de tri. Il s'agissait au contraire de permettre aux centres de tri de fonctionner. Bien, alors, pour en terminer, Monsieur le Ministre, ce bouillonnement de ces dernières semaines, avec la grève donc d'un côté de ces camionneurs qui redoutent la privatisation du transport du courrier en France, les réactions des entrepreneurs, est-ce que ça vous donne l'idée d'une négociation qui doit avoir lieu ou vous considérez que le problème est réglé ce soir? Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu depuis quelques jours me confirme qu'il y a place en France pour un vaste débat sur le rôle et la place du service public des postes et des télécommunications. Et c'est ce débat que j'ai annoncé aujourd'hui avec l'accord du Premier ministre. Et je souhaite que tous ceux qui sont concernés, les syndicats, bien entendu représentant le personnel, les chefs d'entreprise, les parlementaires, les élus locaux, tous ceux qui ont quelque chose, et les usagers, tous ceux qui ont quelque chose à dire, puissent le dire, et cela sera fait dans les prochains mois. Merci. Pour le reste des conflits sociaux, Air France a enregistré des perturbations dans ses vols aujourd'hui dimanche et 16 départs sont d'ores et déjà annulés demain en raison de la grève des mécaniciens au sol. Quant à la SNCF, des perturbations sont à attendre entre ce soir et jeudi, la CGT, la CFDT et Force ouvrière ayant maintenu leur préavis de grève sans que l'on sache exactement encore quelles répercussions cette décision aura sur le trafic banlieue et grandes lignes, le syndicat autonome majoritaire chez les conducteurs n'étant pas associé à cet arrêt de travail. Raison de ce mouvement, des propositions salariales jugées insuffisantes de la part de la direction de la SNCF. Le grand titre de l'actualité à l'étranger est encore ce soir à écrire en pointillé. À Alger, le Parlement palestinien en exil, réuni depuis hier, a évoqué en commission l'éventuelle reconnaissance de la fameuse résolution numéro 242 des Nations Unies qui fait état du droit à l'existence d'Israël. Par ailleurs, les Palestiniens pourraient changer, ce qui est un autre signe, leur mode de scrutin, substituant la majorité absolue à l'unanimité. À Alger, Aubry Edler, Jean Cornu. La nuit aura été brève pour les délégués du Conseil national palestinien. Interrompu officiellement à 1 heure cette nuit, poursuivi en fait dans les différentes factions jusqu'à 4 heures, les débats ont repris ce matin dès 10 heures. Après la volonté d'unité affichée hier lors de la séance d'ouverture, les tractations se sont faites plus rudes sur les options du Conseil. Alors que dès cette nuit, un plan global de soutien à la population des territoires occupés a été adopté, les discussions continuent d'achopper sur la proclamation d'un État palestinien indépendant. Si l'unanimité semble désormais acquise sur le principe, les délégués multiplient les apartés sans parvenir à s'entendre unanimement sur les moyens d'y parvenir. Le CNP envisagerait ainsi en ce moment d'accepter sous condition les résolutions 181, 242 et 338 des Nations Unies qui stipulent clairement l'existence et la reconnaissance de l'État d'Israël dans des frontières sûres. La centrale palestinienne exigerait en retour la reconnaissance par la communauté internationale des droits légitimes du peuple palestinien, notamment celui à l'autodétermination et l'assurance de pouvoir participer au même titre que les autres négociateurs à une éventuelle conférence sur la paix au Proche-Orient. Des concessions majeures, certaines de ces résolutions ont été refusées il y a plus de 40 ans que le nationaliste Georges Habash ne semble pas pour l'instant décidé à faire.
Mais le plus important peut-être serait que pour la première fois le CNP fasse adopter ses décisions par une majorité de délégués contre une minorité d'intransigeants et non plus, comme c'est jusqu'à présent l'usage, par une unanimité rarement vérifiée sur le terrain. Bénéficiant ainsi d'un Parlement apparemment régi par les règles de la démocratie, l'OLP peut espérer prouver qu'elle est bien la seule habilité à négocier sur l'avenir du peuple palestinien. Alexandre Dubček, cet homme qui est déjà entré dans l'histoire, est encore dans l'actualité aujourd'hui. Pour la première fois depuis la fin du printemps de Prague en 1968, dont il fut le héros, l'ancien Premier ministre tchécoslovaque a été autorisé à sortir de son pays pour recevoir le titre honorifique de docteur honoris causa de l'université de Bologne en Italie. Aux organisateurs de cette manifestation, il avait remis un texte écrit dénonçant durement l'intervention soviétique dans son pays et la foi constante qu'il conservait dans sa volonté de concilier socialisme et démocratie. Mais entre le discours écrit et celui prononcé, on a pu écouter la différence. Philippe Gassot. La traduction d'Alexandre Dubček, tapée en italien, a surpris tout le monde par la violence de ses critiques. On était pourtant persuadé en Italie que le nouveau docteur honoris causa de l'université de Bologne allait faire profil bas dans son discours afin de ne pas hypothéquer un voyage de retour qui semblait dépendre de ses propos. Vraiment, le père du socialisme à visage humain n'y était pas allé de main morte. Si l'on suit le texte à la lettre, Dubček attaque le gouvernement tchécoslovaque. Il l'accuse d'incalculable faillite morale au cours des 20 dernières années. Pour lui, sans intervention extérieure, entendez l'armée rouge, nos efforts auraient été couronnés de succès en 1968. Il ajoute d'ailleurs que le libéralisme est la seule voie praticable à l'heure qu'il est en Tchécoslovaquie. Il en profite pour parler d'humanisme ainsi que des valeurs de liberté et de dialogue. Il va même plus loin en citant le poète indien Tagore. La liberté des idées est nécessaire afin que l'on puisse comprendre et accepter la vérité. La terreur la tue. Peut-être, ajoute Dubček, l'expression était-elle en 68 excessive, mais aujourd'hui, elle n'est pas admise du tout. Dubček croule littéralement sous les applaudissements. Chacun salue son courage, seulement bien peu, ici en Italie, comprennent le tchèque. Or, Alexandre Dubček a édulcoré le texte original. Les attaques ont été gommées, les références au passé aussi. Malgré cela, toute l'Italie et à présent le monde savent que celui qui a conduit le printemps de Prague n'a en rien renié ses idées, même s'il ne l'a pas dit à la tribune. Le subterfuge lui permettra peut-être de rentrer à Bratislava. Rencontre inattendue aujourd'hui à Gdańsk en Pologne. Lech Wałęsa a reçu François Léotard, le secrétaire général du Parti républicain. Après avoir assisté ensemble à un office religieux, les deux hommes ont pris le déjeuner. La politique française avec la fin de la réunion du Parti communiste à l'issue des deux réunions donc de ce week-end, Parti communiste et Parti socialiste en vue des élections municipales du printemps prochain. Ce soir, les ponts ne sont pas définitivement coupés, mais a priori, tout indique que les socialistes resteront sur leur position, accord à l'échelon national et non pas à la base. Par ailleurs, ils ne renonceront pas, les socialistes, à soutenir des candidats de la nouvelle majorité présidentielle qui n'appartiennent pas au PS. Une décision que les communistes se refusent à accepter. Bruno Roger-Petit, François Landesman. Georges Marchais applaudit au PC, les jours se suivent et se ressemblent. À l'ouverture de la conférence hier, comme à la clôture aujourd'hui, le leader communiste a en effet répété la même chose. Pour les prochaines municipales, pas de primaire PCPS, mais des listes d'union de la gauche dès le premier tour. Hier, le PS semblait plutôt insensible aux avances communistes, mais Georges Marchais, lui, trouve que les propos socialistes vont dans le sens communiste. Ce matin, à la Convention nationale du Parti socialiste, Marcel Debarge, commentant notre lettre d'hier, a déclaré « Nous sommes toujours les mêmes. Nous sommes toujours profondément attachés au rassemblement à gauche et nous restons disponibles précisément maintenant pour parvenir à un accord national avec la direction du Parti communiste sur les élections municipales. » Eh bien, dans ces conditions, camarades, si le Parti socialiste souhaite nous rencontrer au niveau national, nous y sommes prêts.
Mais si le PC dit oui à une rencontre au sommet PCPS, il ne veut pas que celle-ci débouche sur un accord national. Il ne veut que des unions négociées à la base, des unions à la base, sans doute le résultat de la désunion au sommet. La politique est un art difficile. Pour en revenir à la convention du Parti socialiste, celle-ci n'a pas désigné toutes les têtes de liste aux prochaines municipales, mais elle a tranché un cas épineux, vraiment épineux, celui de Marseille. C'est Michel Pezet qui sera officiellement soutenu par le PS. Aussitôt, l'actuel maire et successeur de Gaston Defferre depuis 1986, Robert Vigouroux, qui n'était pas présent à cette réunion, il faut le souligner, a annoncé sa candidature au risque de diviser la gauche et de donner une chance supplémentaire à l'adversaire de l'opposition, M. Jean-Claude Gaudin. Roland Sicard. Michel Pezet est à l'aise dans les parcours semés d'embûches et a l'habitude des sauts d'obstacles. Le voilà candidat officiel du Parti socialiste à la mairie de Marseille. Pourtant, il y a moins de 3 ans, écarté de la succession de Gaston Defferre, son avenir semblait plus que compromis. La remise en selle tiendrait même du prodige s'il n'avait trouvé sur sa route Robert Vigouroux, lui aussi socialiste et maire en exercice qui maintient sa candidature. Michel Pezet, fort de son investiture, tente pourtant une dernière démarche, ouvrir sa liste à son adversaire. Aujourd'hui, moi je dis, je souhaite que M. Vigouroux soit sur cette liste. M. Vigouroux, comme tout le monde, comme moi, nous devons nos mandats et notre existence politique grâce au Parti socialiste. Vous pensez sincèrement qu'il n'y aura au bout du compte qu'un seul candidat socialiste pour Marseille? En ce qui me concerne, je ferai tout pour que cela soit. Le risque pour les socialistes marseillais est que l'affrontement soit arbitré par le troisième ténor de cette campagne, Jean-Claude Gaudin. Le candidat de l'opposition étant en bonne position dans les sondages, la bataille de la mairie de Marseille est ouverte. Avec nous en direct, monsieur Robert Vigouroux de Marseille. Donc, monsieur Vigouroux, vous venez d'entendre le reportage, toutes les questions y sont. Non pas en vous maintenant, mais en vous présentant officiellement cet après-midi, vous n'allez pas être accusé de peut-être amener la victoire de l'opposition. Je ne pense pas être le diviseur. Je suis maire de Marseille, maire socialiste de Marseille. Je ne pense pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit dans la gestion. On ne peut pas me reprocher quoi que ce soit dans mes idées socialistes. Et il se trouve que les Marseillais et les Marseillaises ont témoigné leur confiance vis-à-vis de moi. Alors, dire que c'est moi qui suis le diviseur, je crois quand même que cela dépasse la logique. Alors, monsieur Vigouroux, tout de même, c'est Michel Pezet qui a été désigné officiellement par le Parti socialiste. Vous êtes un socialiste militant depuis 1964. Dans cette affaire, vous risquez peut-être même l'exclusion du Parti socialiste. Est-ce que ça ne vous donne pas à réfléchir? J'ai depuis le début indiqué qu'il fallait d'abord qu'il y ait une clarification de la Fédération socialiste de Marseille. Depuis le congrès de Fos, tout le monde sait bien le malaise qui existe. Tout le monde sait bien ce qu'est devenu la fédération, avec un manque de démocratie, un manque de transparence, et cela a des conséquences sur l'électorat. Pour moi, ce qui compte, c'est Marseille, l'avenir de Marseille. Je ne sollicite pas d'autres mandats. J'ai ma fonction de maire, je désire continuer cette fonction. Je crois que c'est aux Marseillais, aux Marseillaises de décider en temps voulu. Alors pas question de renoncer, même au risque de l'exclusion. Pas question non plus de figurer sur la liste de Michel Pezet comme il vous le propose? Je crois que mieux vaut ne pas répondre à certaines questions. Lorsque un problème a été petit à petit mis en place comme celui-là, il est bien sûr des solutions qui ne sont que des rattrapage. Je ne crois pas que, ici, à Marseille, parce qu'il faut voir ce qui se passe dans une ville, je ne crois pas que la population puisse accepter cela. Vous savez, il y a une dissociation entre la classe politique et la population. La population, ce qui l'intéresse, c'est l'emploi, c'est l'économie de la ville, c'est l'amélioration, c'est l'avenir pour leurs enfants. Voilà ce qui intéresse la population. Toutes les polémiques actuelles dépassent ces Marseillais et ces Marseillaises. Allez dans les rues, ils vous le diront. Donc, mot de la fin, Robert Vigouroux. Candidat contre vents et marées, ce n'est pas une attitude tactique, vous restez jusqu'au bout. Bien, je l'ai dit depuis longtemps. Ce que je comprends mal, c'est ce qui se passe actuellement. Et je persiste, bien sûr, avec des amis, avec des femmes, des hommes,
qui sont décidés à faire un programme qui soit à la fois réaliste, ambitieux, mais qui soit un programme rassembleur pour Marseille, qui pense essentiellement à l'avenir de Marseille, uniquement. Bien sûr, notre ville doit prendre sa place dans l'Europe de demain. C'est l'essentiel pour Marseille. Sinon, que deviendrons-nous? Merci. La suite de l'actualité avec un fait divers. 11 personnes, dont 8 sapeurs-pompiers, ont été blessés plus ou moins sérieusement cet après-midi à Paris à la suite d'une explosion qui a suivi l'incendie d'un immeuble dans le 18e arrondissement. Isabelle Steiss, Philippe Baron. Un centre de secours improvisé dans un garage. Les premiers soins sont donnés aux blessés. L'explosion vient de se produire. Ce pompier est évacué. Il a le visage brûlé. Au total, 11 blessés, 8 pompiers, 3 occupants de l'immeuble, 7 d'entre eux sont sérieusement atteints. 15h40 cet après-midi, un incendie se déclare au 4e étage de cet immeuble, rue Bachelet, dans le 18e arrondissement. Une dizaine de sapeurs-pompiers arrivent alors sur place. Au moment où ils ont ouvert la porte de l'appartement, il y a eu une explosion de gaz assez importante. Enfin, on suppose que c'est du gaz, mais à voir l'état de l'appartement et également l'état des canalisations, je crois que cette supposition est assez fondée. Le tuyau d'arrivée du gaz dans la pièce où s'est déclaré le feu était fondu. Une fuite aurait donc provoqué l'explosion. L'appartement était inoccupé au moment du sinistre et l'origine de l'incendie reste indéterminée. Ce soir, les blessés sont hospitalisés. Ils sont hors de danger. Depuis quelques jours maintenant, l'Église de France s'affiche pour demander à tous les catholiques, pratiquants ou non, de l'aider à renflouer ses finances. Il faut savoir en effet que depuis longtemps, si tant est que cela ait suffi un jour, la quête n'est plus en mesure d'assurer la bonne marche financière de l'Église. Par ailleurs, il faut savoir, c'est important, que l'Église ne tire aucun profit de son immense parc immobilier qui sert uniquement au logement des prêtres et des différentes congrégations religieuses. Reste donc la solidarité de toute la communauté catholique sollicitée aujourd'hui. Delphine de la Selle, Philippe Montoisy. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or, en tenaient les tisseurs de soie lyonnais au début du 19e siècle. L'Église a du mal à se détacher de son image de splendeur visible et de richesse cachée. Mais il y a loin des banques du Vatican à la réalité toute temporelle du curé de campagne, aux fins de mois très terre à terre. On ne pourrait pas boucler le budget s'il n'y avait pas des recettes extraordinaires. Le budget de la paroisse est bouclé grâce à la kermesse, qui rapporte 25 000 francs par an à peu près. Formation des curés, séminaires ou frais généraux, la générosité des familles pratiquantes ne peut suffire à cette église présente pour 80% des Français à travers les baptêmes, les mariages et les enterrements. Il y a à peu près 800 familles à Saint-Vrain. Il y a 80% de baptisés, ça fait à peu près 700 familles de baptisés. Il y a 104 familles qui donnent au denier de l'église. Et chaque famille qui donne au denier de l'église, la moyenne, c'est 500 francs par famille, ce qui est très beau. Moi, j'admire la générosité des familles chrétiennes qui donnent. Mais il y a toutes les autres. Aujourd'hui, pour la seconde fois, l'église fait de la publicité. Le denier du culte est rebaptisé denier de l'église. C'est un appel à tous les baptisés et non plus aux seuls pratiquants. Les ressources de l'église tiennent à la générosité des fidèles. Donc l'essentiel, c'est le denier du culte, le denier de l'église, puisque ça représente 40%. Ensuite, il y a 26% sont les quêtes du dimanche dans les églises, 20% sont des dons qui sont faits pour la célébration des messes, et 14% sont les dons des fidèles pour les mariages, les baptêmes, les différentes célébrations. En tout cas, tout dépend des fidèles. Déduction fiscale à hauteur de 5%, campagne publicitaire, sermons mêlant générosité et culpabilité. Cette année, l'Église de France attend près de 750 millions de francs. Mais la tâche sera rude. Selon un sondage, la Croix-Sofresse, 50% des Français catholiques non pratiquants refusent de cotiser. Le journal officiel annonce aujourd'hui une baisse du prix des médicaments remboursés par la Sécurité sociale de 2,87% exactement, et cela à partir de mardi prochain. Cette baisse s'opère sur la marge bénéficiaire des pharmaciens mécontents qui se proposent de manifester jeudi prochain dans plusieurs villes de France. Demain, tout autre chose, ouverture de la traditionnelle saison des prix littéraires avec pour commencer le plus coté, le plus célèbre, le Goncourt. Ce soir,
Nous ne parlerons pas des candidats qui restent en lice, laissons-les finir de se ronger les ongles en attendant demain midi. Non, parlons plutôt du cérémonial qui chaque année entoure l'annonce des résultats. Jacques Violet. Cela fait maintenant 70 ans, chez Drouan, à Paris. La veille de l'événement, on prépare sans affolement. On ajuste la petite estrade devant laquelle le président va annoncer le nom du lauréat. Mais l'événement, c'est aussi une traditionnelle bousculade à l'ouverture de cette porte. A été attribué au deuxième tour de scrutin à Frédéric Tristan. Le prix Goncourt 1984 a été attribué. 1985 a été attribué. Le prix Goncourt 1986. Quelquefois, une pluie de papier ou une pâtisserie fraîche. C'est toujours la même bousculade. À l'annonce du prix Goncourt, la presse se précipite. 200 journalistes environ se précipitent dans la salle sur le podium. Mais pourquoi la pièce est trop petite? La pièce n'est pas trop petite, mais c'est une poussée qui se forme toujours au moment de l'annonce du prix. Demain, ils seront 10 à table pour un Goncourt. De quoi sera fait 88? Rendez-vous à 13h. Oui, ce sera donc exactement la même chose demain que les années précédentes. Sport, art plutôt, un moment de plaisir et de perfection pour terminer. Aujourd'hui, au Palais des Sports de Bercy, se produisait la meilleure patineuse du monde actuellement, l'Allemande de l'Est, Katharina Witt. Sans commentaire, bien entendu. Magnifique. Le tiercé pour terminer. Voilà les chevaux qu'il fallait jouer aujourd'hui pour gagner le 14, le 9 et le 10. Et ça rapporte dans l'ordre 8 829 francs 50 centimes pour 5 francs, 1127 francs dans un ordre différent. Et puis le quartet derrière, vous ajoutez aux 3 premiers numéros le 3. Et ça rapporte là 29 413 francs et 20 centimes, et dans un ordre différent, 960 francs très exactement. Voilà, ce journal est terminé. C'est Philippe Gassot que vous retrouverez pour les dernières informations du jour aux alentours de 23 h. Tout de suite après le journal, bien entendu, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Et puis demain soir à 20 h, bien entendu, vous retrouverez ici même Christine Ockrent. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente semaine, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, samedi très exactement. Bonsoir, à bientôt.